Bonjour et bienvenue à Libre Ensemble, votre nouveau rendez-vous de la laïcité. Aujourd'hui, un entretien de Jean Cornil avec Hubert Reeves, l'astrophysicien, mais aussi l'écologiste franco-québécois, l'humaniste, le grand-père, le végétarien. Il s'entretient en compagnie de Jean Cornil précisément sur quelques-unes des questions fondamentales. Comment était l'univers à l'origine? Comment est née l'intelligence? Comment nous a-t-elle sauvés autrefois? Et comment pourrait-elle nous précipiter aujourd'hui vers notre perte sans être catastrophiste? Hubert Reeves nous informe et nous met en garde sur les dangers d'aujourd'hui et de demain. On se retrouve après ce reportage. Nous sommes sur la promenade des berges de la Seine, André Gorz, récemment inaugurée par la mairie de Paris, et qui symbolise ce précurseur de l'écologie politique en France, disparu en 2007. Pourquoi André Gorz? Parce que je vous propose aujourd'hui une rencontre avec l'astrophysicien franco-canadien Hubert Reeves, qui a notamment écrit Patience dans l'azur, L'heure de s'enivrer, Poussière d'étoiles, et qui est aussi un grand militant de la cause environnementale. Son dernier livre, Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve, qui est un vers du poète allemand Hölderlin, montre bien la combinaison nécessaire entre la démarche scientifique et la préservation des écosystèmes. Je vous propose maintenant une rencontre avec Hubert Reeves. Hubert Reeves, dans votre très beau livre paru déjà il y a quelques années, L'heure de s'enivrer, l'univers a-t-il un sens? Vous faites le schéma de la pyramide de la complexité qui s'édifie au cours du temps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le sens, depuis les origines de l'univers jusqu'à aujourd'hui, ce que signifie l'édification de cette pyramide de la complexité? C'est relié à une découverte fondamentale récente qui est la découverte de ce qu'on appelle le rayonnement fossile, cette lumière qui nous vient du fond des âges et qui nous confirme que l'univers des premiers temps est très différent de l'univers d'aujourd'hui. Il est très chaud, il est très dense, il est très lumineux. On appelle ça le Big Bang dans la terminologie scientifique, mais aussi il est complètement désorganisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matière qui est là ne possède aucune structure telle que celle que nous connaissons aujourd'hui. Nous savons que notre univers est très richement construit avec des quantités de systèmes, de structures, des plus grandes échelles que sont les galaxies, les étoiles, les planètes, et puis ensuite à des niveaux, la vie sur la Terre, les molécules, les atomes. L'univers est très richement organisé de structures, et ces structures n'existaient pas au tout premier temps de l'univers. Ça, c'est un des grands messages de la cosmologie contemporaine. Donc, l'histoire de l'univers, on peut dire, c'est l'histoire de comment on est passé de cet état, appelons-le chaotique, Oui. Jusqu'à l'état présent où il y a des magnifiques structures à toutes les échelles. Ça, c'est un peu ce que la science, l'astronomie en particulier, mais les autres sciences ont fait, de nous montrer un peu ces différents chapitres de cette construction. Et cette construction, elle ressemble beaucoup, il y a une analogie avec l'écriture. L'écriture, c'est quoi? Vous prenez des lettres, vous les associez pour faire des mots, vous les associez pour faire des phrases, pour faire des paragraphes, des chapitres, des livres, des collections, des bibliothèques. C'est un peu la façon de construire la complexité de la nature, prendre des éléments simples, des particules élémentaires, qui sont l'analogue des lettres, bien sûr, et qui vont ensuite faire des noyaux, des atomes, des molécules, des cellules vivantes, des organismes comme nous, et puis à très grande échelle, des étoiles, des galaxies. Donc c'est un peu cela
qui est l'idée de l'histoire de l'univers comme aussi étant la construction de la complexité à des époques que maintenant nous pouvons bien dater, dans certains cas en tout cas, et qui nous racontent comment cela s'est produit. C'est un peu ça, je pense, une des plus grandes informations qui nous vient de l'astrophysique aujourd'hui. L'univers n'a pas toujours existé. Il était très différent de ce qu'il est au début. Il était complètement désorganisé. Il s'est organisé progressivement au cours du temps de cette façon analogue à celle de l'écriture. Voilà, je pense que ça, c'est l'histoire en quelques mots. On peut dire que la nature, au fond, est structurée comme un langage. Oui, absolument. Comme une écriture. Je préfère la comparer à une écriture. C'est-à-dire les lettres, mots, phrases, c'est plus proche. Dans la complexification croissante, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un projet? Est-ce que la nature a un projet de développement de la complexité d'une certaine manière infinie? Ben, ça, c'est une des grandes questions à laquelle on ne peut pas répondre en peu de mots et qui est très débattue aujourd'hui entre des quantités de personnes. Et vient à l'idée, évidemment, cette phrase de Voltaire qui disait « Je ne conçois pas qu'il y a une horloge et qu'il n'y ait pas d'horloger ». Alors, c'était en résumé ce qui nous vient à l'idée. La question, c'est qu'il faut voir ça d'un peu plus loin. Et ces images qui sont à notre image, à notre échelle, c'est-à-dire, bien sûr, quand on voit une horloge, on dit, ça c'est pas fabriqué toute seule. Il y a quelqu'un qui avait un projet, qui a fait... Est-ce qu'elles sont applicables à l'échelle de l'univers? Ça, c'est toute la question fondamentale. Je pense qu'on ne peut pas l'appliquer littéralement, mais on peut l'appliquer qu'après coup, c'est-à-dire, ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit que cela s'est passé. Il y a eu cette construction. Maintenant, qu'est-ce que ça révèle derrière? Pour moi, je ne le sais pas. C'est pour moi un sujet de question. Je pense que c'est quelque chose qui dépasse notre intelligence, en fait. Je pense que notre intelligence, qui est très grande et qui nous permet de faire des choses merveilleuses, elle se heurte là à un problème, un petit peu comme vous ne pourriez pas enseigner la géométrie à votre chat. Vous savez très bien que votre chat est peut-être très intelligent, mais c'est inutile de lui enseigner la géométrie parce que son esprit, son cerveau n'est pas en mesure de comprendre cela. Moi, ma philosophie personnelle serait plutôt de ce côté. C'est une philosophie toute personnelle. Il y a des gens qui pensent autrement et c'est très bien. Mais mon idée, c'est que cette question dépasse notre entendement. Nous constatons qu'il y a cette croissance. Je pense qu'il serait simpliste de l'expliquer par des concepts à notre échelle. L'horloge et l'horloger, c'est quoi alors? Je ne sais pas. Et vous nous expliquez que depuis des milliards d'années, la caractéristique à la fois de l'édification de la pyramide de la complexité de la nature va de pair avec un refroidissement de l'univers. Or, oui, aujourd'hui, tout le débat, c'est sur le réchauffement climatique, le déséquilibre des écosystèmes. Comment articulez-vous, je dirais, à la fois la réflexion du scientifique et à la fois les réflexions, je dirais, du militant écologiste que vous êtes? Oui. Alors, pour ce qui est du réchauffement, bien sûr, le réchauffement ne regarde que notre petite planète. L'ensemble de l'univers est en refroidissement, donc c'est totalement différent. Autant aujourd'hui, on peut croire, d'après la théorie du Big Bang, que l'univers est en refroidissement, et nous en avons des preuves très crédibles. Autant il est également clair maintenant que notre planète elle-même se réchauffe et que ce réchauffement, il est dû à l'activité humaine. Donc, moi, je vois ça de la façon différente. Je dis, nous sommes vis-à-vis deux histoires totalement différentes qu'il faut essayer de réconcilier. La première histoire, c'est ce que j'appelle la belle histoire. La belle histoire, c'est celle que j'ai racontée tout à l'heure. Comment nous en sommes venus à exister aujourd'hui. Comment nous, êtres humains, faits de molécules, d'atomes, de cerveaux, de neurones, tout ce que vous voulez, comment cela est-il arrivé? Ça, c'est la belle histoire, c'est l'histoire du Big Bang, c'est cette construction progressive de la complexité, dont je ne sais pas s'il y a un projet, mais je constate qu'elle est là et que c'est très crédible. Ça, c'est ce que j'appelle la belle histoire. Pardon. La moins belle histoire, elle commence beaucoup plus tard. La belle histoire, elle commence il y a 14 milliards d'années. La moins belle histoire, elle commence il y a à peu près 200 000 ans.
200 000 ans, quand il arrive, ce phénomène, peut-être un peu plus, si on prend littéralement, peut-être 1 ou 2 millions d'années, ce phénomène qu'une espèce de singe, qui est un singe tout à fait commun, comme ceux que l'on voit, probablement plutôt un chimpanzé, on n'est pas très sûr. Ce singe reçoit en cadeau de la nature, alors là, mettez des guillemets quand je dis la nature, je ne sais pas qui c'est en cadeau, mais c'est une illustration, reçoit un cadeau qui est l'intelligence. Et cette intelligence va lui permettre de survivre dans un monde hostile, parce que l'être humain, il est très mal armé pour se défendre contre la vie sauvage, contre tout ce que présente la planète. Donc, il va, avec son intelligence, lui qui n'a pas de grandes griffes, qui ne court pas très vite... C'est le mythe de Prométhée. Oui, le mythe de Prométhée, qui n'a pas de carapace, ce singe va arriver à survivre parce qu'il va arriver à faire du feu, justement, ce qui est une des choses qui lui vient de son intelligence, de faire des pièges, de faire des armes, de faire des flèches, des arcs, plus tard de faire des fusils, plus tard des canons, et puis récemment des bombes atomiques. Alors là, dans cette séquence qui va de l'arc à la bombe atomique, vous avez tout le drame de la moins belle histoire. Plus l'intelligence de l'homme se développe et lui permet de faire par la technologie qu'il découvre, qu'il met en pratique, la science, il devient tellement puissant que cette puissance, aujourd'hui, le menace. Ça, c'est en résumé la moins belle histoire. C'est comment ce qui nous a sauvés il y a 200 000 ans, quand nos ancêtres sont apparus quelque part en Afrique, aujourd'hui nous menace. Un événement, je pense qu'il faut rappeler et qui le met bien en évidence, c'est ce qu'on appelle la période de la terreur nucléaire. Les gens plus âgés, de mon âge, disons, se souviennent qu'entre 1950 et 1980, nous avons eu la terreur nucléaire, c'est-à-dire la guerre froide, dans laquelle deux nations armées de bombes atomiques se faisaient face et on est venu très près. Et maintenant, les dernières écritures qui nous viennent du Kremlin, l'ouverture des archives, nous montrent jusqu'à quel point nous sommes venus très près de nous éliminer. Alors, il faut se rappeler ça, même si aujourd'hui cela est passé, il n'y a plus guère que quelques pays comme la Corée ou l'Iran qui parlent, mais il n'y a pas un scénario de guerre nucléaire qui pourrait détruire l'humanité comme il y a eu entre 1950 et 1980. Mais il faut tirer la leçon de cela, c'est que nous pourrions disparaître. Nous aurions pu disparaître à cette période et nous ne savons pas très bien comment ça s'est passé. Ça, je pense que c'est l'élément qu'il faut tirer aujourd'hui. Nous avons bâti des forces, des techniques, des objets qui nous menacent non plus d'une façon nucléaire aujourd'hui, je dirais, mais plutôt par notre capacité de transformer notre planète, le réchauffement climatique dont vous parliez, la déforestation qui se produit à grande vitesse, les océans se vident de leurs poissons, enfin tout ce que vous entendez régulièrement à la télévision ou dans les journaux sur les catastrophes qui se préparent et qui pourraient arriver. Personne ne connaît l'avenir, mais nous nous trouvons dans une situation où notre intelligence qui nous a sauvés aujourd'hui nous menace sérieusement et nous avons aujourd'hui à revoir le rôle que nous donnons à cette intelligence. Tant que nous l'avons utilisée pour dominer la nature, nous préparions les problèmes que nous avons maintenant. C'est que nous devons maintenant vivre en harmonie avec notre intelligence, c'est-à-dire la diriger vers un développement durable. Dans un de vos derniers livres, qui s'appelle « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve », selon le beau vers de Hölderlin, vous parlez justement, au travers de cette moins belle histoire, du réveil vert qui a commencé à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'à la fois, vous avez une vision, je dirais, du scientifique relativement pessimiste, mais en même temps, je ressens, moi, comme lecteur de vos livres, que comme humain, vous avez une vision, vous avez une forme d'optimisme aussi. Il y a une espérance à travers ce réveil vert. Oui. On ne sait pas toujours que ces événements que nous appelons le réveil vert, c'est-à-dire la prise de conscience de la gravité de la situation et la décision de faire quelque chose, que nous pouvons faire quelque chose, elle date de la fin du 19e siècle, quand ça se passe en Californie,
quand on détruit les forêts à grande vitesse, les beaux séquoias tombent sous la hache des bûcherons. Les bisons, on a éliminé 60 millions de bisons. Il en restait une soixantaine dans les années 1875. Eh bien, des gens, en particulier un homme qui s'appelle John Muir, je pense que c'est bon de le faire connaître, décide qu'il faut arrêter ça. On a dans le passé plein de gens qui ont déploré le comportement des humains par rapport à la nature. Mais les premiers, c'est son groupe, le Sierra Club, qui va faire les premiers parcs animaliers, le Yellowstone, Yosemite, tous les parcs dans lesquels on veut sauver la nature. Cette idée qu'on peut faire quelque chose, elle commence à cette période et on commence à faire quelque chose. Et là, ça se répand un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de personnes, d'associations qui veulent sauver, justement, qui abordent cette question. Nous avons des législations qui se passent ici et là. Nous avons eu des grandes conférences comme Rio, et puis Copenhague, et puis Nagoya, toutes ces conférences qui viennent d'une prise de conscience de l'humanité qu'elle ne peut pas continuer comme ça, elle court à sa perte, il faut faire quelque chose. Et c'est ça que qu'on peut appeler le réveil vert, et qui se poursuit aujourd'hui, et qui nous montre qu'on peut faire des choses et que tout n'est pas perdu. Pardon. Est-ce qu'il n'y a pas un trop grand décalage entre l'accélération de la dégradation des écosystèmes et la prise de conscience des citoyens et je dirais, du monde politique? Oui, ça c'est une question fondamentale aujourd'hui. Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose? Je pense que l'attitude qu'il faut prendre, c'est qu'il faut prendre l'attitude qu'il faut faire quelque chose, même si on ne sait pas si ça va réussir. Les décisions qui se prennent aujourd'hui vont influencer la vie de l'humanité pour des milliers d'années à l'avenir. Est-ce qu'on arrivera à arrêter cette détérioration qui se poursuit encore rapidement, il faut bien le dire? Nous savons qu'il faut réduire l'émission de gaz carbonique qui est de 80% pour stabiliser la température. Nous l'augmentons chaque année de 2 à 3%. Nous savons qu'il faut arrêter la déforestation, qu'elle produit énormément de gaz carbonique et de réchauffement. Elle se poursuit rapidement aujourd'hui encore au Congo, en Indonésie et en Amazonie. Chaque fois, nous avons cette question. Si je voulais résumer la situation, je dirais que nous sommes devant un conflit entre deux forces très puissantes et qui prennent de la puissance. La première, c'est la détérioration. Encore une fois, on émet de plus en plus de gaz carbonique. La deuxième, c'est la restauration, c'est la prise de conscience, parce qu'avant de restaurer, il faut prendre conscience de ce qui se passe. Mais ça aussi, ça prend du poids chaque année, bien qu'en ce moment, nous sommes un peu dans le creux de la vague. Après les belles années Al Gore aux États-Unis et Grenelle en France, on voit que maintenant, ça marque le pas à cause de l'économie en particulier. Mais il ne reste pas moins que ça continue à progresser, que les gens qui sont prêts à s'y mettre et qui font quelque chose sont en croissance. Et donc, nous sommes dans une situation de conflit dont le résultat est totalement inconnu. Personne ne peut aujourd'hui dire comment sera la planète dans 50 ans. 50 ans, c'est pas long, c'est même pas une vie humaine. 50 ans, qu'est-ce qui sera la situation? Peut-être ce sera bien mieux, peut-être ce sera bien pire. Nous ne savons pas, mais je pense qu'il faut faire comme si on pouvait. Parce que c'est à partir du moment où on dit « c'est foutu » que c'est foutu. Ça, je crois que ce volontarisme doit être à l'ordre du jour, celui qu'il faut, comme si ça pouvait marcher, même si nous n'en sommes pas certains. Et chacun peut faire dans sa vie quotidienne, très modestement, peut contribuer à cet effort pour favoriser le réveil vert. J'ai lu, je me trompe peut-être, mais j'ai lu que vous étiez plutôt adepte du végétarisme. Est-ce que le fait de manger moins de viande est un signe positif, par exemple? C'est un élément important parce qu'on s'aperçoit que la nourriture de viande demande beaucoup plus d'énergie. 1 kilo de protéines venant d'un bœuf demande 10 kilos de protéines venant du blé ou des graminées. Et donc, on dit aujourd'hui, typiquement, que si on nourrit les gens avec du bœuf, qui est la viande qui demande le plus d'énergie,
ne pourrait pas dépasser une population de 3 milliards et avec du blé, on atteindrait 12 milliards. Alors, ça n'avait pas beaucoup d'importance dans le passé, mais aujourd'hui, ça en a parce on atteint les limites de ce que la terre peut donner. La terre se stérilise de plus en plus, ça c'est un autre élément important. Nous assistons aujourd'hui, ces temps-ci, à une diminution rapide des abeilles, des vers de terre. Alors les vers de terre, c'est fondamental, c'est ça qui garde la terre fertile, qui oxygène les sols. Alors évidemment, la diminution, la disparition des vers de terre, ça ne fait pas la une des journaux comme la tempête Cynthia, mais c'est sur ce plan aussi grave. La population augmente et ça, c'est aussi des grands problèmes. Nous avons eu pendant quelques années l'impression que la population plafonnait, diminuait, pas diminuait, mais augmentait moins. Et aujourd'hui, les dernières nouvelles ne sont pas du tout rassurantes là-dessus. On parle de population humaine qui pourrait atteindre 10 milliards, par exemple. Ce qui serait, est-ce que c'est vivable? On n'en sait rien. Il faut faire comme si. Vous plaidez, selon vos propres mots, et qui est un beau concept, pour une cosmo-éthique. Au fond, pour un rapport harmonieux avec la nature, pour un rapport beaucoup plus harmonieux avec la faune et la flore. Oui, c'est ce qu'on appelle un nouvel humanisme. L'humanisme, jusqu'ici, c'était les hommes en premier. C'est ce que dit la Bible et aussi Descartes. Dominez la nature, mettez-les à votre service. On a découvert que ça nous amène à la catastrophe. Il ne faut plus dominer et dompter la nature, ce que nous avons fait, si on fait l'exploiter à fond. Il faut au contraire avoir ce qu'on appelle un développement durable, c'est-à-dire vivre en harmonie avec la nature, vivre comme si s'arranger pour que les ressources naturelles restent valables pendant longtemps, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Moi, j'ai des petits-enfants et je suis inquiet de la terre qu'ils trouveront dans 50 ans. Moi, je ne serai plus là, mais pour eux, c'est pour moi ce qui me motive. Et ce nouvel humanisme, justement, c'est cette idée que nous dépendons de toutes les espèces animales et de la bonne santé de la nature. C'est pour nous une condition essentielle à notre survie et pour cela, il faut arriver à avoir un comportement éthique harmonieux. La nature ne fait pas de cadeaux. Dans le passé, il y a eu des millions d'espèces, des millions ont vécu, sont disparus, des millions vivent encore. La règle de la nature, la loi de la nature, c'est il faut vous adapter aux circonstances. Il faut vivre en harmonie avec la nature. Prenez le cas des tortues, par exemple. Les tortues, elles existent depuis 300 millions d'années. Les tortues vivent en harmonie avec la nature. Ils ont traversé des quantités de crises très graves en étant capables de survivre. Nous avons à peine 1 ou 2 millions d'années, et pourtant, au palmarès de l'adaptation, de l'harmonie avec la nature, nous sommes au bas de l'échelle. C'est là qu'il faut élargir la notion d'humanisme. L'humanisme doit tenir compte de tout ce dont nous dépendons et dont nous faisons partie, c'est-à-dire les écosystèmes et tout cela. Donc c'est dans ce sens-là, je pense qu'il faut élargir notre vision, notre façon de ne plus dompter la nature, mais vivre en harmonie avec elle. Ça, c'est l'évolution fondamentale, je pense, de la pensée philosophique qui doit s'introduire. J'ai lu que vous étiez membre de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité. Oui. C'est un engagement important pour vous? Oui, je crois que c'est une question très importante. Nous y sommes tous soumis. On peut l'oublier quand nous sommes en bonne santé, mais nous savons que nous allons tous un jour rencontrer des circonstances beaucoup plus pénibles. Et cette possibilité, justement, de pouvoir mettre fin à la vie quand elle est devenue intolérable me paraît fondamentale. Monsieur Rive, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci, merci, monsieur.
J'espère que cet entretien vous aura intéressé. Si vous avez envie d'en connaître davantage, sachez qu'Hubert Reeves est un conférencier très actif, un auteur prolixe, mais aussi un homme de spectacle. Oui, il a créé plusieurs spectacles multimédia et puis il rédige des billets de bonne humeur sur plusieurs plateformes médias. Son site officiel est www.hubertreeves.info. Et pour revoir cet entretien, rendez-vous bien sûr sur le site du Centre d'action laïque www.laïcité.be. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.